dit que les étrangers ne sont que de nouveaux amis qu'on n'a pas encore rencontrés. Mais que se passerait-il s'ils s'avéraient plutôt être de vrais psychopathes? Après avoir rencontré un couple sympathique en vacances, ses parents décident de venir dans leur ferme au milieu de nulle part. Mais malgré la gêne parfois palpable, leurs hôtes les incitent à rester. Et personne ne se rendra compte qu'ils sont en danger avant qu'il ne soit trop tard. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les parents fous dans Speak No Evil. Ce voyage est sur le point de se transformer en un combat pour la survie. En vacances en Italie, Louise et Ben explorent la ville avec leur fille Agnès quand ils rencontrent un couple de Britanniques logés à l'hôtel. Ils se présentent sous le nom de Patrick et Chiara, et le courant passe si bien qu'ils décident de déjeuner ensemble. Au cours du repas, Ben explique qu'ils sont des Américains expatriés à Londres, mais qu'ils ont du mal à s'intégrer. Agnès part jouer avec leur fils Ant, qui a du mal à communiquer parce qu'à la naissance, sa langue n'était pas complètement développée. Remarquant que leurs enfants s'entendent bien, Patrick les invite à visiter leur ferme une fois qu'ils seront tous rentrés au Royaume-Uni. Mais ils vont bientôt se rendre compte que leur rencontre avec lui aura été leur plus grosse erreur. Pensant que cette expérience fera du bien à Agnès, ils décident de se rendre à la ferme de Patrick pour le week-end, quelques jours seulement après leur retour à la maison. Après avoir roulé pendant des heures à travers la campagne, la famille arrive à la ferme juste après la tombée de la nuit. Leurs hôtes sortent rapidement pour les accueillir. Patrick ouvre quelques bouteilles de cidre pour Ben et lui, tandis que Chiara fait visiter la maison aux filles. D'abord la chambre où les parents dormiront, puis la chambre de Ant qui est dans le grenier. Elle trouve le garçon en train de jouer tranquillement avec ses camions et un lit pour Agnès de l'autre côté de la pièce. C'est différent de ce à quoi ils sont habitués, mais ils ne se doutent pas que ces gens ne sont pas aussi équilibrés qu'ils en ont l'air. Ok, arrêtons-nous tout de suite sur cette histoire avec Patrick. Patrick a peut-être l'air d'un bon gars, mais en ce qui me concerne, il n'a fait que donner des signaux d'alarme depuis qu'ils se sont rencontrés. Chaque fois qu'ils se sont croisés, il a fait un truc pour dépasser progressivement leurs limites. Ça a commencé par des petites choses, mais c'est devenu dangereux quand il a décidé d'emmener leur fille faire un tour en scooter dans toute la ville. Non mais franchement, il a fait monter la gamine de 12 ans d'un autre couple sur cet engin sans casque. Et il a commencé à faire le tour du pâté de maison comme s'il jouait à Crazy Taxi en mettant leurs deux vies en péril. Étant donné que les scooters sont plus difficiles à voir et qu'ils offrent moins de protection, le risque de mourir sur un scooter est 28 fois plus élevé que dans un accident ordinaire. En tant que parent et médecin, Patrick aurait dû comprendre que ce qu'il faisait était incroyablement dangereux. Mais le fait qu'il continue à les pousser à le faire est un signe clair qu'il n'est peut-être pas aussi sérieux qu'il en a l'air. Alors qu'ils ne connaissent ce type que depuis une journée, ils décident de passer un week-end entier dans sa ferme au milieu de nulle part. L'absence de réseau cellulaire signifie qu'ils ne pourront pas appeler les secours et qu'il leur faudra des heures pour les rejoindre, même s'ils y parvenaient. Et comme ils sont arrivés après la tombée de la nuit, ils pourraient facilement se perdre s'ils devaient sortir rapidement. Mais c'est ce qu'ils ont vu à l'étage qui m'a vraiment fait réagir. Patrick est censé être médecin, non? Alors pourquoi son fils vit-il ici comme un putain d'Harry Potter? Le pauvre gosse est reclus dans le grenier avec un simple lit et une lampe dans sa chambre. Et quelque part, c'est même pas le pire. Regardez cette porte de plus près. Qu'est-ce que vous voyez? Le panneau indique que c'est la chambre de Jane. Et il y a une serrure à l'extérieur qui est assez haute. Suffisamment pour que le gamin ne puisse pas l'atteindre. À tous les passagers, c'est votre capitaine qui vous parle. On dirait que notre vol vient d'être détourné vers la ville de Drapeau Rouge. Alors je vais prendre un parachute et me tirer d'ici. Bon, plus sérieusement, je pense que le meilleur choix aurait été de prendre un hôtel à proximité. De cette façon, vous ne vous retrouverez pas dans une situation embarrassante où vous devrez vous excuser de partir une fois que vous aurez réalisé que ce sont des cinglés. Il est un peu trop tard pour cette solution maintenant, mais il n'est pas trop tard pour partir avant que la situation ne dégénère. J'inventerai une excuse comme quoi l'un d'entre nous a oublié un médicament essentiel à la maison. Oui, et il faut le chercher tout de suite. Comme ça, on pourra partir sans blesser personne. Et on remettra ça à une autre fois s'ils veulent toujours donner une chance à cette amitié naissante. À minima, Agnès devrait dormir avec ses parents, pas dans ce grenier glauque où ils ne pourront pas savoir ce qui se passe. Et je me tiendrai prête à en découdre pour sortir de là au premier signe inquiétant. Dans la cuisine, Patrick prépare quelque chose de spécial pour le dîner. Il s'agit de leur oie préférée Libby qu'il a dépecée et rôtie juste pour l'occasion. Il en coupe un morceau et s'approche de Louise pour qu'elle prenne la première bouchée, alors qu'il sait pertinemment qu'elle est végétarienne.
Après avoir fait pression sur elle, elle finit par céder et fait semblant d'aimer, mais recrache la viande dès qu'il regarde ailleurs. Ben propose de sortir la poubelle sur le côté de la maison, mais quand il se retourne, il tombe sur Ant qui se tient juste derrière lui. Le gamin reste là, ouvrant la bouche, comme s'il essayait de lui dire quelque chose. Mais Patrick revient et les rappelle tous les deux à l'intérieur. Après avoir mis les enfants au lit, il ferme les lourds volets de toutes les fenêtres en leur expliquant qu'ils sont là pour empêcher les voleurs d'entrer. Chiara se plaint de la coupure d'internet, mais Ben dit qu'il est heureux d'avoir la chance de se déconnecter des réseaux. À ce moment-là, le couple entend Ant faire des bruits étranges à l'étage. Mais ses parents les rassurent en leur disant que ça va se calmer dans une seconde. Louise se sent mal à l'aise et elle se prépare à aller voir leur fille. Mais c'est alors que le petit garçon s'arrête de pleurer, comme il l'avait dit. Dans la chambre, Ben se demande pourquoi elle s'est laissée convaincre de manger de la viande. Mais sa femme explique qu'elle voulait juste être respectueuse. Quand elle se met au lit, elle remarque une tache étrange sur les draps et commence à se demander pourquoi un médecin vivrait dans une maison comme celle-ci. Agnès arrive et dit qu'elle n'arrive pas à dormir. Alors la maman la laisse passer la nuit avec eux au lieu du grenier et elle calme la petite fille à l'aide d'une application de respiration sur son téléphone. Le lendemain, Patrick les emmène et leur fait visiter toute la propriété. Alors que les parents sont assis autour du feu, Agnès veut profiter de la balançoire, mais son nouvel ami refuse de s'écarter du chemin. L'homme commence par essayer calmement de le faire bouger, mais comme Ant refuse d'écouter, il l'entraîne agressivement à l'écart en lui disant que son père l'aurait déjà giflé. Il oblige son fils à pousser la balançoire et s'aperçoit que Louise a des douleurs au cervical. Il se rapproche d'elle pour l'aider à soulager la pression. Puisqu'il est médecin, Ben décide de laisser couler, mais il ne se doute pas à quel point les choses sont sur le point de basculer. Ensuite, Patrick les emmène au bord d'un lac pour se baigner. La famille n'a pas apporté de maillot de bain, mais il les convainc tous de se mettre en sous-vêtements à la place. À ce moment-là, Louise remarque que le buste de la femme est couvert de bleu étrange, mais elle prétend que c'est à cause d'un simple accident survenu à la ferme. Les papas et les enfants sautent les premiers, bien que Louise craigne que l'eau ne soit pas sans danger. Il s'avère que Ant ne sait même pas nager, mais Chiara soutient qu'il s'en sortira, et ils se joignent tous à elle en chantant pour qu'elle se jette à l'eau. De retour à la ferme, le sèche-cheveux manque d'exploser à cause d'une prise de courant défectueuse, et Louise décide qu'elle en a assez. Elle dit à Ben qu'elle veut rentrer à la maison, mais c'est alors que Chiara arrive et leur propose de sortir dîner dans un restaurant spécial, les mettant dans une position délicate où ils ne peuvent pas vraiment dire non. Une fois qu'elle est partie, Louise est contrariée que Ben prenne leur parti plutôt que le sien, mais il décide de donner une autre chance au couple. Avant le dîner, Patrick explique que cette sortie est réservée aux adultes et qu'il a engagé un baby-sitter pour garder les enfants. Ils hésitent à laisser leur fille avec un parfait inconnu, mais comme ils ont déjà eu recours à des baby-sitters, ils se disent que ce n'est pas bien grave. Pendant l'absence des parents, les enfants jouent à cache-cache avec le baby-sitter, mais Ant ici a d'autres plans. Il conduit Agnès jusqu'à la chambre à coucher et lui montre la collection de montres de luxe de son père. Le garçon en sort une et commence à pointer le dos en essayant désespérément de lui faire voir la gravure. Mais elle est écrite dans une langue qu'elle ne comprend pas. À ce moment-là, ils entendent le baby-sitter arriver. Ant s'empresse de remettre la montre et il se faufile sans que l'homme s'en aperçoive. Ok, il se passe vraiment quelque chose de bizarre ici, mais Agnès vient de trouver le plus gros indice jusqu'à présent. Patrick continue de repousser les limites comme à son habitude, mais il ne cesse d'aggraver la situation pour les mettre de plus en plus mal à l'aise. C'est un signe révélateur qu'il ne fait ça que pour manipuler la situation et voir jusqu'où il peut les pousser. Mais c'est ce que nous avons vu de la part de Ant qui devrait vraiment les inquiéter. Pour une raison obscure, Patrick ne laisse jamais Ant passer du temps seul avec les autres adultes, à moins qu'il ne soit sous sa supervision directe. Quand il est venu voir Ben près des poubelles, il essayait manifestement de lui dire quelque chose, mais Patrick l'a interrompu avant qu'il ne puisse terminer. D'après ce qu'on sait, Ant est supposé souffrir d'une aglossie congénitale, qui empêche la langue de se développer complètement. Dans les cas les plus graves, la langue ne ressemble parfois qu'à un petit moignon, et les dents sont alors mal alignées. Mais nous pouvons voir ici que les dents d'Ant sont parfaitement en place, et que sa langue paraît complètement formée. Il lui en manque juste la moitié antérieure. Ça ne correspond pas à ce qui se passe dans ces cas-là, et c'est un autre signe qui indique que quelque chose de plus sinistre a pu se produire. Ensuite, il y a les montres. Le fait que Ant montre la collection à Agnès en cachette donne l'impression qu'il lui révèle quelque chose qu'elle n'est pas censée savoir. Elle n'a pas pu comprendre la gravure, mais il y a un détail qui saute aux yeux dans les noms et les initiales qui y figurent. La montre appartenait à un certain Peter et non à Patrick, bien que ça puisse être un surnom pour Patrick. Les initiales de sa femme commencent par C, mais les initiales ici sont AM.
Et la seule chose qui corresponde est son nom à lui, Ant. Grâce à Google Translate, nous avons pu constater que la gravure est en fait en danois et qu'elle dit « Joyeux 40e anniversaire, cher Peter, avec amour, A.M. et Ant ». Si Patrick est britannique et que Ant est son fils, que fait-il avec la montre extrêmement chère d'un Danois nommé Peter, qui par ailleurs a un enfant portant exactement le même nom? C'est un peu suspect, non? Ben et Louise doivent arrêter de rationaliser ce comportement étrange et commencer à prendre conscience des drapeaux rouges qui se dressent juste devant eux. Ant sait certainement quelque chose, et quoi qu'il se passe ici, Agnès est effrayée à l'idée de passer la nuit près de lui, même s'ils sont amis. Il doit forcément y avoir une raison. En tant que parent, je prendrai Agnès à part et je chercherai à savoir tout ce qui s'est passé entre elle et Ant. Patrick se méfiera si les adultes commencent à fouiner, mais comme les enfants sont censés passer du temps seuls ensemble, nous pouvons en profiter pour en apprendre davantage. Il n'est peut-être pas capable de parler, mais je lui donnerai un stylo et du papier et je lui demanderai d'écrire ce qu'il a à dire. Même des dessins pourraient nous aider à nous faire une idée de ce qui se passe. S'il lui pose des questions simples auxquelles il faudra répondre par oui ou par non, en utilisant le langage corporel et des indices contextuels pour combler les lacunes, il devrait pouvoir découvrir ce qu'il cache vraiment avant qu'il ne soit trop tard. Au restaurant, la conversation s'oriente finalement vers les relations de couple dans la chambre à coucher. Et Chiara annonce que Patrick et elle adorent jouer à des jeux de rôle. Malheureusement, elle ne parle pas de RuneScape. En fait, l'homme fait mine de lui offrir son bon vieux joystick ici même à table. Et ça dure un certain temps avant qu'il ne révèle qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie. Pendant ce temps à la ferme, le garçon attend la nuit pour montrer à Agnès les dizaines de cicatrices qu'il a sur le thorax, mais il doit arrêter quand ils entendent les parents rentrer à la maison. Dans sa chambre, Patrick remarque qu'une de ses montres n'est pas bien positionnée, et il devine immédiatement que quelqu'un pourrait avoir des soupçons. Quant à Louise et Ben, ils se disputent une fois de plus quand ce dernier évoque ce qui s'est passé au dîner. Il se trouve que la femme de Ben a envoyé des sextos à un autre père de famille de l'école, et ils se sentent de plus en plus mal à l'aise quand elle attaque sa virilité. La conversation commence à être animée, mais ils décident de ne plus en parler et se font un câlin, sans jamais se rendre compte que Patrick écoutait de l'autre côté de la porte. Juste avant le lever du soleil, Louise se réveille avec un sentiment étrange, et elle décide d'aller voir les enfants. À l'étage, elle est horrifiée de constater qu'ils ont tous les deux disparu de leur lit. Mais ce qui suit est encore pire. Elle se précipite dans la chambre des parents et y trouve sa fille au lit avec cette famille de parfaits inconnus. Et elle la ramène dans leur chambre aussi discrètement que possible. Après avoir réveillé Ben, elle lui raconte ce qui s'est passé et lui dit qu'ils doivent partir sur le champ. Ils prennent leurs affaires et sortent discrètement sans que le couple s'en aperçoive. Le petit garçon les observe par la fenêtre tandis qu'il s'éloigne rapidement en voiture. Ils ont parcouru quelques kilomètres seulement quand Agnès annonce qu'il y a un gros problème. Elle ne trouve pas son lapin en peluche, Hopi. Ben s'arrête et fouille dans leur sac, mais rien n'y fait. Et comme la fillette commence à faire une crise de panique, il n'a d'autre choix que de faire demi-tour et de retourner chercher le lapin. À la ferme, Ben se gare à l'extérieur et dit aux filles de ne pas bouger, promettant qu'il n'en a que pour 2 minutes. Louise n'attend qu'environ 2 secondes avant de le suivre à l'intérieur. Et bien évidemment, elle surprend son mari en train de se disputer avec Patrick sur la raison pour laquelle ils sont partis si précipitamment. Il essaie de rester poli, mais elle en a assez de tourner autour du pot, et elle leur reproche ouvertement d'avoir laissé dormir sa fille dans leur lit. Patrick fait comme s'il n'avait aucune idée de ce dont il est question, et sa femme reconnaît qu'il n'était pas au courant. Elle s'excuse en expliquant qu'ils avaient une fille qui est malheureusement décédée à l'âge de 12 semaines, et qu'elle s'est laissée emporter par l'émotion quand elle a entendu Agnès pleurer. À ce moment-là, Ant arrive avec le doudou de la petite fille, et il leur fait signe qu'il veut leur montrer les poules. Et apparemment, ils ont réussi à convaincre la famille de rester une nuit de plus. Ok, vous n'allez pas sérieusement me dire que ces 3 crétins vont encore tomber dans le panneau. Je suis désolée, mais je me fiche de votre excuse. Dès que je serai entrée et que j'aurai vu ma petite Agnès avec vous au pays imaginaire, je vous aurai rendu service en partant sans bruit et en ne vous éclatant pas la gueule. Au restaurant, Patrick s'est lancé dans une longue tirade sur le fait que les parents sont la racine de tous les maux. Ce qui est étrange parce qu'il semble très fier d'être lui-même un parent. Ça ne colle pas, et ça pourrait être une projection de la façon dont il traite Ant quand les volets sont fermés, même s'il donne l'impression d'être en apparence un père aimant. Le fait qu'il aborde constamment des sujets sensibles et personnels, comme par exemple leur préférence au lit, va bien trop loin pour quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer, et c'est pas du tout parce qu'il essaie d'être convivial. Il s'en sert pour éloigner encore plus les parents, ce qui lui permettra de les manipuler et de les contrôler plus facilement. Et ça devient encore plus sinistre quand on se souvient de ce qui s'est passé avec Agnès.
D'après la façon dont Chiara a expliqué la situation, c'est presque comme si elle essayait de prendre le dessus et de remplacer progressivement les parents d'Agnès. Et c'est un signal d'alarme de la taille de l'Empire State Building. Ajoutez à cela le fait que Ant a des cicatrices qu'il garde cachées aux yeux des adultes et il n'y a plus aucune chance qu'ils envisagent de passer ne serait-ce que 5 minutes de plus dans cet endroit, et encore moins une nuit de plus. Maintenant que c'est dit, il a fallu y retourner pour Opie. Croyez-moi, je peux comprendre. Mais Louise aurait vraiment dû rester dans la voiture. Comme Ben l'a dit, c'est beaucoup plus sûr là-dedans. Et en allant à l'intérieur où ils sont tous ensemble, ça ne fait que donner plus de possibilités à Patrick de continuer à les faire tomber dans la soumission, comme il l'a fait jusque-là. Au lieu de leur reprocher ce qui s'est passé, j'aurais joué les idiotes et cherché à les prendre en flagrant délit de mensonge. En leur disant ce qui l'a tellement énervé, ça leur a donné l'occasion de trouver d'autres excuses. Et ils doivent s'éloigner de ces malades le plus vite possible. Il est temps que Ben prenne ses responsabilités et dise à Patrick que ce séjour est terminé. Je me tirerai de là pendant qu'on en a encore l'occasion et j'appellerai quelqu'un pour venir voir si Ant va bien une fois qu'on serait à bonne distance. Cette fois, ils décident de se séparer. Les papas partent à la chasse aux renards, tandis que les autres restent à la ferme. Pendant que les enfants peignent des œufs, Ant en profite pour passer un mot à la fillette. Mais comme précédemment, il est rédigé dans une langue qu'elle ne comprend pas. Sa mère commence à s'approcher quand elle remarque qu'il essaie de parler, mais il s'empresse d'attraper le mot et de le manger avant qu'elle ne puisse le voir. Dès qu'elles ont l'occasion de parler ensemble, Agnès raconte très précisément à sa mère ce dont elle vient d'être témoin. Mais à présent, c'est elle qui se veut polie et qui fait comme si de rien n'était. Plus tard, alors qu'elle prépare le déjeuner, Louise se coupe accidentellement le doigt en préparant des tomates. La conduisant rapidement à l'évier, il demande de l'aide à Patrick, qui est censé être médecin. C'est alors qu'il se met à dire qu'il a tout inventé. Il avoue qu'il l'a dit pour les impressionner. Mais il laisse tomber quand il ne peut plus tenir le coup et ils se marrent tous de cette nouvelle plaisanterie classique signée Patrick. Ils déjeunent à l'extérieur quand Chiara commence à faire des critiques agressives à leur fille parce qu'elle mâche la bouche ouverte. Louise intervient à son tour parce que la femme n'arrête pas et elle lui dit d'arrêter de mener la vie dure à la petite. Mais Patrick explique que dans la culture de sa femme, tous les adultes travaillent ensemble pour discipliner les enfants. Il lui demande de s'excuser auprès de Louise et d'Agnès, mais attend de Louise qu'elle s'excuse aussi à son tour. Et elle reconnaît à contre-cœur que sa réaction était disproportionnée. Et c'est alors que Ben demande à voir la danse sur laquelle les enfants ont travaillé, pensant que ça pourrait détendre l'atmosphère. Mais il va avoir une sacrée surprise. Le DJ met Cotton Eye Joe et les enfants commencent à danser. Mais Patrick ne les laisse pas continuer plus de 10 secondes sans reprocher à Ant d'être en train de tout gâcher. Les autres essaient de le calmer, mais ce type est on ne peut plus sérieux. Et ça met Agnès tellement mal à l'aise qu'elle veut arrêter. Après une dernière tentative, Patrick hurle et lance un biscuit à son fils pas assez doué. À ce stade, la situation frise le délit. Et quand Louise les interpelle, il se retourne contre elle en lui reprochant d'essayer d'éduquer leur enfant maintenant. À la fin de la dispute, Patrick envoie leur fils dans sa chambre et Louise dit à son mari qu'il faut qu'il parte de cet endroit. Hésitant, il dit qu'il veut d'abord rester pour prendre encore le café et elle part en trombe, furieuse qu'ils ne la soutiennent pas. Patrick s'écroule pour faire une petite sieste et Chiara les supplie de rester au moins jusqu'à ce qu'il se réveille en disant que ce serait plus sûr pour elle et le garçon. Pendant ce temps, Ant attend que son père soit endormi pour se faufiler dans la chambre et retirer discrètement un trousseau de clés de sa ceinture. À l'extérieur, il lance le ballon de rugby à Agnès et l'écarte intentionnellement jusqu'à ce qu'il se retrouve de l'autre côté de la grange. Le garçon lui fait signe de le suivre en utilisant les clés pour ouvrir une pièce fermée avec un cadenas où se trouve une trappe cachée dans le sol. Il l'entraîne dans une cave secrète et quand elle regarde autour d'elle, elle se rend compte qu'elle est remplie d'affaires appartenant à d'autres personnes. C'est alors que Ant prend un album photo sur une étagère et il l'ouvre pour lui montrer des photos de ses parents. Mais il y a un problème. À chaque fois, ils sont avec un couple différent. Et ils ont un enfant différent. Tout à coup, Agnès comprend ce qui se passe réellement. Ces gens tuent les parents et prennent l'enfant. Et sa famille est la prochaine sur la liste. Le petit garçon ouvre la bouche et révèle qu'il n'est pas né sans langue, mais que Patrick la lui a coupée pour qu'il ne parle pas. Réfléchissant rapidement, elle prend des photos avec son téléphone et se précipite pour avertir ses parents. Mais s'enfuir ne sera pas aussi facile qu'il le pense. Ok, bon, ça c'est pas bon du tout. Peut-être que maintenant Ben va enfin comprendre pourquoi tous les autres veulent partir d'ici. Mais la vérité, c'est que ces pauvres gosses ont fait plus pour résoudre cette affaire que leurs parents n'ont jamais réussi à le faire.
Ant a pourtant essayé de leur dire 1 millier de fois, et sans lui pour aller chercher les clés en cachette, ils n'auraient toujours pas compris qu'ils étaient tous sur le point de mourir. Au moins maintenant, ils ont une chance de pouvoir s'enfuir, mais ils vont devoir faire attention à ce qu'ils vont faire ensuite. La maison est tellement isolée qu'ils n'ont pas de voisins ni de réseau cellulaire pour appeler les secours. Affronter Patrick sur son terrain veut dire qu'il connaîtra la disposition de la ferme et des environs, et qu'il aura le contrôle sur les éléments les plus importants, comme les armes et leurs voitures. Il leur sera donc beaucoup plus difficile de s'échapper ou de riposter, et il deviendra de plus en plus dangereux une fois qu'il sentira que quelque chose se trame. Ils sont également extrêmement intelligents et manipulateurs, et ils ont tellement bien su manipuler la famille qu'ils ne savent même pas si Chiara travaille avec lui, si elle est une de ses victimes, ou si elle se situe quelque part entre les deux. Le côté positif, c'est qu'Agnès sait désormais qu'ils sont en danger. Photo à l'appui. Elle doit rejoindre ses parents par n'importe quel moyen sans qu'ils s'en aperçoivent. Et comme Patrick est encore endormi, c'est maintenant qu'ils doivent agir. Quant à Chiara, elle agit comme si elle avait peur de Patrick. Mais si c'était vrai, pourquoi n'aurait-elle pas voulu partir avec eux au lieu de les faire rester encore plus longtemps? On ne peut pas du tout lui faire confiance. Ça veut dire que tout le monde à part Ant est un manipulateur ici. À ce moment précis, alors que Patrick dort encore, Agnès doit discrètement montrer à ses parents les preuves qui se trouvent dans son téléphone. À partir de là, il n'y aura plus aucun doute sur le fait qu'ils doivent partir le plus vite possible. Pendant que Louise distrait Chiara, Ben devrait récupérer les clés de la voiture et tout ce dont ils auront besoin. De leur côté, Ant et Agnès devront trouver un autre prétexte pour aller jouer à l'abri des regards. Dès qu'ils seront prêts, ils devront tous se rendre à la voiture le plus rapidement possible et partir avant que Patrick ne se rende compte de ce qui se passe. Au cas où, je chercherai quelque chose à utiliser pour me protéger, et je me préparerai à me battre s'il le faut. Mais dans tous les cas, ils devraient faire tout leur possible pour fuir sans avoir à se battre. Ant remonte furtivement à l'étage, espérant remettre les clés avant que qui que ce soit ne s'en aperçoive. Mais quand il entre, l'homme attend déjà derrière la porte. Heureusement, il ne s'est pas encore rendu compte que les clés ont disparu. Mais il a besoin de la bonne occasion pour les remettre en place. Alors que l'homme s'apprête à partir, Ant lui fait signe qu'il veut faire un tour sur son dos. Patrick accepte, pensant que ça lui permettra de faire bonne figure devant les invités. Et le gamin en profite pour lui remettre les clés sans qu'il s'en aperçoive. À l'extérieur, Agnès se faufile derrière un buisson et utilise une épine pour se faire un petit trou dans la jambe. Elle montre le sang à sa mère et fait semblant d'avoir ses règles pour la première fois, ce qui lui permet d'être seule assez longtemps pour lui montrer les photos. Pendant ce temps, les garçons sont dehors en train de se faire des passes, et Patrick remarque par hasard que la trappe semble avoir été ouverte. Après avoir vu les photos, Louise conserve son calme devant sa fille, et elle lui dit de rester dans la salle de bain avec la porte fermée à clé. Elle fait de son mieux pour dissimuler la situation et sort à l'extérieur pour appeler Ben, qu'elle retrouve seule afin de l'informer de la situation. Il est temps maintenant de prendre une arme, et elle trouve un cutter sur une des étagères, mais ils doivent encore réussir à quitter les lieux sans se battre. Profitant de sa peur, elle dit à sa fille d'être aussi bouleversée qu'elle le souhaite, parce qu'elles vont s'en servir comme d'une distraction pour expliquer pourquoi ils doivent s'en aller. Elles sortent de la salle de bain et ils annoncent à la famille qu'ils ont décidé de rentrer à la maison. Patrick essaie encore de les convaincre, mais ils insistent sur le fait qu'ils ont pris leur décision. Il fait semblant de les soutenir, mais au fond de lui, il est évident qu'il a du mal à se contenir. Quand ils sortent pour aller à leur voiture, surprise, surprise, il semble qu'ils aient crevé. On ne sait pas comment. Ils décident de rouler quand même, mais Patrick insiste pour le réparer, entraînant Ben dans une remise à l'arrière pour qu'il y récupère des outils. Il hésite une seconde devant la porte, mais l'homme prend ses affaires et répare le pneu sans problème. Maintenant, ils sont prêts à quitter les lieux. Mais juste au moment où ils sont sur le point de partir, l'homme leur fait remarquer que Hopi s'est retrouvé, on ne sait comment, encore, sur ce putain de toit. Ben étant plus grand, Patrick lui demande de grimper à l'échelle en lui promettant de la tenir très fermement pendant qu'il sera dessus. L'homme se rompt presque le cou dans l'opération, mais il prend le lapin et redescend en un seul morceau. Le seul problème, c'est que Patrick n'en a pas encore fini. Louise monte dans la voiture, disant qu'elle espère ne jamais les revoir. Mais tandis qu'ils sont sur le point de passer le portail, l'homme prend Ant et le jette directement dans l'étang. Ben saute de la voiture et se précipite dans l'eau, réussissant tout juste à repêcher le garçon avant qu'il ne se noie. Au même moment, Patrick referme le portail à l'aide d'une télécommande. Et quand l'homme revient vers la terre ferme, il réalise que le couple a pris sa famille en otage, comme ils l'ont déjà fait une douzaine de fois auparavant. Ok, et voilà les amis. Qui aurait pu le voir venir, à part tous ceux qui ne sont pas des abrutis finis? D'habitude, un seul des parents se plante à ce point, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous.
Ben et Louise, vous avez tout simplement merdé. J'imagine que c'est ce à quoi nous devrions nous attendre de la part de gens qui ont fait suffisamment confiance à une famille de parfaits inconnus pour amener leur propre enfant dans une ferme sinistre au milieu de nulle part. Et vous savez quoi? Les problèmes ont commencé dès que vous êtes arrivés. Vous n'avez pas tenu 10 minutes que le type avait déjà gavé Louise de viande d'oie et fait dormir votre fille dans ce qui était pratiquement une cellule de prison. Je veux dire, tout ça aurait dû être tout ce que vous aviez besoin de savoir. Mais apparemment, vous les avez laissés vous convaincre de rester une nuit de plus. Pendant tout ce temps, la pauvre Agnès était là à essayer de vous dire que Hans n'arrêtait pas de laisser des indices, comme Dora l'exploratrice essayant de résoudre un meurtre mystérieux. Et vous lui répondez que ce n'est pas gentil de dire qu'il n'est pas normal, ma chérie. Est-ce que vous pouvez vous sortir la tête du cul une seconde et écouter ce que ce gosse a à vous dire? Je suppose que non, parce que pendant tout ce temps, Patrick s'est joué de vous en jouant du violon. Et vous étiez trop occupés à vous battre l'un contre l'autre pour vous en apercevoir. Vous pensez que c'est déjà assez grave, mais même après avoir découvert la vérité, vous avez continué à vous comporter comme de parfaits crétins. Ben, tu savais que ce type était un tueur, mais tu as laissé ta famille seule et tu l'as suivi dans un hangar avec une porte en acier et un cadenas à l'extérieur. Le pire, c'est que le cadenas était toujours sur la porte. Tu aurais pu la claquer, enfermer Patrick à l'intérieur, prendre les deux gosses et t'en aller. Au lieu de ça, tu as attendu que Patrick le jette dans le lac pour jouer les héros, quand bien même il s'agissait manifestement d'un autre piège. Quant à toi, Louise, tu étais dans une voiture fermée à clé. Je sais pas moi, t'aurais pu essayer de l'écraser ou de t'enfuir en voiture. N'importe quoi d'autre que de mettre les mains en l'air et de dire « Je me rends ». Ces gens ne laissent pas partir les victimes, et ils ne vous laisseront certainement pas partir vous non plus maintenant que vous connaissez leurs petits secrets. Autant dire adieu à votre langue, parce que Ben et Louise, vous avez merdé. Les ramenant dans le hangar, Patrick ligote tout le monde et oblige la femme à vider leur compte en banque. Sans amis ni famille à Londres, ils n'ont plus qu'à annoncer à leur propriétaire et à l'école de leur fille qu'ils repartent aux États-Unis. Et personne n'aura jamais de raison de les rechercher. Quand Ben demande pourquoi ils ont choisi sa famille parmi toutes les autres, il répond que c'est tout simplement parce qu'ils ont fait preuve d'une trop grande correction politique au détriment de leur propre intérêt. Il savait que les gens comme eux étaient trop préoccupés par la politesse pour se fier à leur instinct. Et c'est ce qui faisait d'eux des cibles parfaites pour son piège. Il remplit une seringue de sédatifs et annonce qu'il est temps de procéder à l'ablation de leur langue prévue au programme de la soirée. Mais Louise ne se laissera pas faire sans se battre. Alors qu'il s'accroupit pour lui menotter les poignets, elle saisit tout à coup le cutter dans sa poche et tourne sur elle-même en lui entaillant le côté du visage. Elle se relève d'un bond et saisit le fusil au moment où Chiara se tournait vers elle, le repoussant en direction de Patrick au moment où le coup part. Dans le chaos, les autres parviennent à s'emparer de quelques outils et se libèrent pendant que les mamans s'affrontent. Louise lui entaille le bras, puis prend l'arme. Et Ant s'empare des clés pendant que son papa est étendu sur le sol, en proie à la douleur. La jeune femme les supplie de l'emmener aussi, essayant de faire comme si elle n'était qu'une victime de plus. Mais ils savent maintenant qu'il ne faut pas croire un seul mot de ce qu'elle dit. Ant les enferme tous les deux à l'intérieur et ils se précipitent vers leur voiture. Ils sautent tous les quatre dans la Tesla et partent à toute vitesse. Mais ils ont à peine le temps de traverser l'allée qu'un mystérieux véhicule leur coupe la route. Tout à coup, le chef du restaurant sort et commence à tirer avec son fusil, ce qui les oblige à passer la marche arrière et à retourner dans la maison en vitesse. Terrifiés, ils se dépêchent de claquer la porte, verrouillant l'endroit pour empêcher les tueurs d'y pénétrer. Mais à présent, ils sont aussi pris au piège, et ils n'ont plus aucun moyen de s'échapper. Au même moment, Patrick et Chiara sont en pleine dispute dans la remise quand leur ami arrive et coupe le cadenas. Il dit qu'il veut se retirer de l'affaire. Mais maintenant que la famille a vu son visage, papa souligne qu'il va devoir les aider à les choper. Sinon, il sera foutu de toute façon. À l'intérieur, Louise essaie d'utiliser le téléphone pour appeler les flics. Mais Chiara coupe rapidement la ligne téléphonique, les laissant coincés sans aucun moyen d'appeler au secours. Par conséquent, il décide de se barricader dans une pièce à l'étage, en poussant une armoire lourde contre la porte pour qu'ils ne puissent pas entrer. À l'aide d'une vieille photo de la maison, elle détermine quelle est la meilleure fenêtre pour pouvoir s'échapper, affirmant qu'ils pourront descendre par la fenêtre et courir ensuite vers les bois. Ben est au bord de la crise de panique, mais sa femme parvient finalement à lui faire retrouver son calme. Et c'est alors que les tueurs coupent brusquement le courant. Ok, au moins maintenant ils se défendent, mais il semble que se réfugier dans la maison ait été une erreur. Patrick et Chiara étant toujours coincés dans la remise, Mike était la seule menace. Et heureusement, il semble qu'ils aient un de ces pare-brises à l'épreuve de la chevrotine qui équipe toutes les Tesla de nos jours.
Quand Mike a tiré une deuxième fois sans toucher personne, il a dû recharger. Et c'était l'occasion pour eux de le contourner ou de lui foncer dessus. À vrai dire, ce type de portail n'est pas fait pour résister à la force d'un véhicule roulant à grande vitesse. Donc s'ils avaient percuté le portail à une vitesse d'au moins 30 km/h, ça aurait été suffisant pour passer à travers, tout en laissant leur voiture suffisamment en état de marche pour pouvoir s'enfuir. À présent, ils se retrouvent dans une situation délicate. Ils sont pris au piège par 3 assaillants lourdement armés qui connaissent la propriété comme leur poche et qui ne s'arrêteront pas tant que tous les membres de la famille ne seront pas morts. Par ailleurs, ils ont coupé l'électricité. Mais ça, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que le manque de visibilité, ça marche dans les deux sens. Louise et Ben peuvent donc profiter de l'occasion pour se déplacer furtivement et tendre des embuscades. Ils ont un peu de temps avant que les assaillants n'entrent. Et avec un peu de chance, ce coup de fil leur amènera de l'aide même si elle n'a pas eu le temps de tout expliquer. Alors maintenant, l'objectif est de se préparer à tenir le plus longtemps possible. Ils ont déjà barricadé la maison. Ils ont donc une longueur d'avance en ce qui concerne la défense. En revanche, pour ce qui est de l'attaque, ils vont devoir faire preuve d'une grande prudence dans leur choix. Louise n'a plus qu'un seul tir à disposition, et elle voudra sûrement le garder pour un coup fatal sur une cible clé comme Patrick ou Mike, parce que l'élimination de l'un d'entre eux mettrait instantanément tout le monde sur un pied d'égalité. Agnès a également mis la main sur la seringue remplie de sédatifs, ce qui pourrait permettre de neutraliser une personne en un seul coup si l'occasion se présente. Pour le moment, ils doivent profiter de la sécurité de la maison aussi longtemps qu'ils le peuvent. Mais ils doivent définir quelle voie d'évacuation ils utiliseront s'ils sont assaillis, soit en courant vers une des voitures, soit en s'enfonçant dans les bois à pied s'ils n'ont pas d'autre choix. Pendant tout ce temps, Patrick les nargue en diffusant de la musique enjouée depuis sa voiture. En regardant autour de lui, Ben repère la réserve d'alcool de l'homme, et il réalise qu'il pourrait l'utiliser pour fabriquer un cocktail Molotov. S'ils parviennent à le lancer depuis la fenêtre, ils pourront peut-être mettre le feu à la grange, ce qui, espérons-le, attirera l'attention des autorités locales. C'est un plan solide, mais il y a un problème. Au moment où il ouvre la fenêtre, Mike leur arrache presque la tête d'un coup de fusil. Louise utilise leur dernier tir comme tir de couverture, donnant à son mari une chance de jeter la bouteille. Mais elle rebondit inutilement sur le toit et s'écrase lamentablement sur le toit de la voiture. Leur seul choix est désormais de fortifier la pièce et d'essayer de survivre à ce qui se passera ensuite. À l'extérieur, Patrick demande à Mike de monter sur le toit, essayant de les prendre en embuscade depuis 2 directions différentes. Quant à la famille, les parents cachent les enfants à l'intérieur d'un placard, leur disant de ne pas en sortir à moins qu'ils n'entendent la voix de la mère. Ils cherchent des armes et trouvent un produit pour déboucher les canalisations et un marteau à différents endroits de la maison. À ce moment-là, Patrick s'approche de la fenêtre et commence à narguer Ben sur le fait que sa femme envoie des messages à d'autres hommes, ce qui ne fait qu'accroître la colère de ce dernier. Tout à coup, la voiture qui a été touchée par le cocktail Molotov explose dans une boule de flammes. Mais au même moment, Mike arrive sur le toit et ils peuvent entendre ses pas quand il s'introduit à l'intérieur. En bas, Patrick entre finalement par une porte à l'arrière et sa femme se faufile par le sous-sol. Réalisant qu'il est dans la maison, Louise saisit le pic à viande qu'il a utilisé pour lui donner le morceau de doigt, et son mari se cache dans un placard, attendant de sauter sur Mike dès qu'il en aura l'occasion. Comme elle repère l'homme dans l'autre pièce, la femme se réfugie derrière l'armoire, mais elle se pique accidentellement avec son arme. Le bruit qu'elle émet face à la douleur révèle l'endroit exact où il se cache, et maintenant, tout ce qu'elle peut faire, c'est de tenir bon alors que l'homme essaie d'entrer par effraction. Il parvient finalement à passer un bras, mais elle prend le pic à viande et lui assène un coup aussi fort qu'elle le peut. En réponse, il commence à tirer à l'aveugle dans la pièce, jusqu'à ce qu'elle le force à reculer, et elle peut entendre Chiara qui monte furtivement les marches du sous-sol. Louise s'enfuit pour sauver sa vie, verrouille la porte du sous-sol et court dans la pièce voisine, se cachant juste au moment où les tueurs se regroupent et se remettent en chasse. Ils sont sur le point de monter à l'étage, mais c'est alors que Hunt tousse inopinément, révélant que les enfants doivent se cacher quelque part dans la salle de bain. Écoutant attentivement, Patrick croit entendre une respiration provenant d'un des placards, mais c'est un piège. En se servant de l'application de respiration comme diversion, Louise surgit et l'asperge dans les yeux avec le produit de débouchage, ce qui lui permet ainsi qu'aux enfants de s'échapper. Pendant que les tueurs sont distraits, la famille court à l'étage et manque de tomber sur l'autre type, Mike. Il tire un coup de feu, mais celui-ci touche le miroir par erreur. Et tandis que les autres s'enfuient pour sauver leur vie, Ben sort de son placard et le plaque au sol. Malheureusement, c'est un piètre combattant, et l'autre gars prend rapidement le dessus. Il est sur le point de l'embrocher sur un morceau de glace cassé, quand tout à coup, Louise arrive et le frappe avec le marteau. On
dirait que maman vient juste de mettre le grappin sur son premier cadavre. Ça fait un tueur de moins. Et il en reste 2. Ok. Techniquement, ils sont en train de gagner. Mais ça m'énerve un peu de voir qu'ils continuent à gaspiller chacune de leurs meilleures armes. Le fusil de chasse et le cocktail Molotov auraient pu changer la donne s'ils les avaient utilisés plus efficacement. Ensuite, dans la salle de bain, elle a tendu une embuscade parfaite à Patrick, mais elle a manqué l'occasion de lui prendre son pistolet. Cette puissance de feu supplémentaire aurait été d'une grande aide, mais au lieu de ça, ils ont été obligés de recourir à tout ce qu'on peut trouver à Brico Dépôt. Maintenant que Mike est au tapis et que Patrick est pratiquement hors jeu, Chiara est la seule menace qui subsiste. Ça veut dire qu'ils ont une bonne chance de réussir à survivre, tant qu'ils prennent les bonnes décisions. Comment ? Tout d'abord, ils vont devoir s'emparer de l'arme de Mike et le fouiller pour trouver des réserves de munitions, son téléphone, les clés de son véhicule ou toute autre chose qu'il pourrait utiliser à bon escient. En mettant la main sur le fusil, ils représenteront une menace bien plus redoutable. Et ils auront besoin de toutes les ressources possibles s'ils veulent sortir d'ici en un seul morceau. Une des options consiste à se retrancher à l'étage. Ils peuvent profiter du temps mort pour bloquer tous les points d'entrée et transformer la zone en une position défendable, où ils pourront tenir jusqu'à l'arrivée des secours. C'est peut-être l'option la plus sûre à court terme, mais elle donne aussi à Patrick et à Chiara une bonne chance de se réorganiser. Ils doivent donc être prudents et ne pas attendre trop longtemps. La deuxième option consiste à passer à l'offensive et à attaquer Patrick et Chiara de front avant qu'ils n'aient la possibilité de se rétablir. Cette solution garantit une fin rapide du combat en cas de succès, mais c'est aussi l'option la plus dangereuse, et ils ne doivent la choisir que s'ils sont sûrs de gagner. La troisième et dernière option consiste à s'échapper en utilisant l'échelle. Et c'est exactement ce qu'ils s'apprêtent à faire, mais ils vont devoir être prudents. Cette chute pourrait être tout aussi mortelle que de passer une nouvelle nuit chez Patrick, et il faudra que quelqu'un surveille leurs arrières, juste au cas où. Choqué, Ben cherche les clés de voiture de l'homme, et il se dirige vers l'étage supérieur pendant que Patrick essaie toujours d'enlever le produit corrosif de ses yeux. Il dit à Chiara que tout ça est de sa faute, et il l'envoie les achever elle-même, tandis que lui reste assis dans la salle de bain à pleurer comme un petit bébé. Heureusement pour la famille, l'échelle par laquelle Mike est monté est toujours en place sur le toit. Mais ils doivent faire attention à ne pas tomber en descendant. Ils ne vont pas vraiment très loin, puisque Chiara apparaît à la fenêtre. Mais il s'avère que c'était sa plus grosse erreur. Tout à coup, Louise arrive par le côté et frappe la jeune femme avec une tuile, ce qui la fait basculer et plonger dans une chute de près de 9 mètres vers sa mort. Ça fait 2 cadavres pour maman, et il n'en reste plus qu'un. Mais à présent, l'échelle n'est plus là non plus. Agnès est suspendue à la gouttière, mais son père utilise la force décuplée de Super Papa pour la ramener en lieu sûr. N'ayant pas d'autre moyen de descendre, il se rend vite compte que sa seule option est de se suspendre au toit et de se laisser tomber. L'impact envoie ses genoux directement dans le royaume des ombres, mais il parvient à tenir le coup suffisamment longtemps pour remettre l'échelle en place. À présent, il ne reste plus qu'à descendre, et il envoie Agnès se cacher près de la voiture en attendant que les autres parviennent à descendre l'échelle jusqu'en bas. Ils sont presque sauvés. Mais voilà que Patrick est de nouveau sur pied, et ils l'entendent venir de quelque part dans l'obscurité. Ils s'attendent à ce qu'il arrive au coin de la bâtisse à tout moment, mais ils sont choqués quand l'homme arrive tout à coup juste derrière eux. Et pour ne rien arranger, il détient leur fille. Il leur ordonne de déposer leurs armes, et leur promet de ne pas faire mal à leur petite fille, parce que maintenant qu'ils ont tué sa femme, il a décidé de la remplacer par Agnès. Agnès n'aime pas vraiment ce scénario. Et elle considère qu'une meilleure solution serait de le planter avec la seringue pleine de sérum fait dodo qu'elle a ramassé dans le hangar. Les sédatifs font effet presque instantanément, laissant Patrick impuissant à mesure qu'il s'effondre sur le sol. Les parents décident d'épargner sa vie, mais il reste une personne qui a besoin de se venger. Accroupi au-dessus de lui, Ant ramasse une brique et décide de faire goûter à ce cher vieux papa son remède anti-réveille-toi maison. Les 3 tueurs sont donc au tapis. Et au volant de la Tesla, pas un seul mot ne sera prononcé pendant tout le trajet retour. Speak no evil. Et la saison des films d'horreur continue. Un remake intéressant, assurément, qui a définitivement fait connaître cette histoire au public anglophone. Et je ne pouvais pas rater une occasion de voir James McAvoy dans un film. C'est le GOAT, tout le monde le sait. J'ai passé un très bon moment en regardant ce film. Et si vous vouliez faire quelque chose de différent, je vois pas pourquoi vous le feriez, mais si vous vouliez faire quelque chose différemment, laissez un commentaire ci-dessous pour que je puisse en prendre note. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.
Et d'ici là, passez une excellente journée!